Bienvenue pour une toute nouvelle émission à l'invité du 12-13 en ce lundi 5 septembre. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon appétit. Et avec moi, bon, pour m'accompagner sur cette émission, Emmanuel Klein. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Vous êtes porte-parole donc, du comité droit au logement sur Dax. Vous êtes aussi membre créateur de la Ligue des droits de l'homme aussi sur Dax. Vous faites partie des personnes qui l'ont créé en 2006. On va parler bien sûr de vous, évoquer votre parcours associatif puisque c'est le cas. Et puis parler donc de ce comité droit au logement sur Dax. On va faire un petit point historique aussi du mouvement, comment il s'est créé sur Dax. Et puis on essaiera de venir aussi aux nouvelles de Martine, qui a été donc c'est une personne qui a été assez médiatisée, relativement médiatisée en tout cas dans la presse locale, puisqu'elle est quasiment à la retraite, hein, c'est ça. Et elle est à la retraite. Elle est à la retraite, ça y est. Et elle s'est retrouvée donc sans logement, sans possibilité de payer ses factures, dans sa voiture, à un âge où effectivement on n'imagine pas que ça puisse arriver. Elle a eu un petit accident de vie, on va dire. Effectivement. Mais rien de grave. Hein. Rien de grave. Elle va mieux. Ah, ça va, elle se maintient. Elle se maintient. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM Invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et avec nous aujourd'hui, donc, c'est Emmanuel Klein, vous êtes le porte-parole du comité droit au logement sur Dax. On l'a dit, vous avez été aussi membre d'ALEM, donc pour les habitants de logements éphémères mobiles. C'est d'actualité, hein, puisque c'est un Tour de France qui a lieu en ce moment, c'est ça, en caravane. Oui. Une association ALEM pour défendre l'habitat léger, réversible et l'habitat mobile. Très bien. Donc, et ces formes d'habitat qui sont nouvelles, qui tendent à se développer très rapidement. Et là, c'est pareil, il y a eu un petit début dans la loi Allure pour commencer à faire des ouvertures, mais on est loin d'être à la hauteur du besoin. Donc la caravane d'Alem sera là les 25 et 26 septembre. D'accord. On ne sait pas encore trop où, on cherche une commune d'accueil, donc je lance un appel. Le message est passé si vous avez envie d'accueillir ces caravanes de Alem, habitat de logements éphémères et mobiles pour leur Tour de France, pour la fin de leur Tour de France. Eh bien, contactez directement le comité droit au logement sur Dax. Oui. On peut faire comme ça. Emmanuel Klein, comment démarrer pour expliquer aux auditeurs qui vous êtes. Vous avez l'engagement associatif un petit peu chevillé au corps, hein, puisque vous avez notamment joué au rugby à Narros, vous étiez au collège Andrio à Dax, hein, c'est ça. Oui. Vous étiez membre aussi fondateur de la Pena Allegria. Il y a 25 ans, vous avez aussi travaillé avec des enfants donc à l'ACD, à l'association culturelle de Dax. Vous occupiez de l'atelier Terre, c'est ça, si j'ai bien suivi. Vous avez aussi cofondé l'association Satedi 16. C'était à Saint-Paul-des-Dax. C'était quoi cette association ? Alors c'est une association culturelle qui était créée à l'initiative d'un groupe d'artistes et de personnes qui aimaient la culture, la culture vivante, donc qui organisait des événements. Très souvent c'était des concerts tous les 2-3 mois à la salle du temps libre, avec essentiellement des groupes locaux qui étaient assez nombreux, rock'n'roll, un peu tout, tour de rôle, et aussi des expositions culturelles évidemment, de la peinture, du théâtre. Il y a eu sur cette année beaucoup d'événements. Qu'est-ce qui vous a comment dire, je reformule ma question, qu'est-ce qui vous a fait vous engager au niveau de la cause sans-abri ? Déjà un petit peu en amont, moi j'ai commencé à m'engager par rapport à d'autres causes au début des années 2000, essayer de voir un peu ce qui se passait autour de moi. Donc j'ai commencé à me renseigner auprès d'associations comme Attac sur l'histoire de la finance, les OGM aussi. Donc très vite je me suis retrouvé dans les faucheurs volontaires. Et puis ce qui me paraissait important, c'était les mouvements qui posaient des actes. Donc à un moment donné, moi je me suis rendu compte un peu par hasard du phénomène des jeunes qui étaient dans la rue sur Dax, donc c'était il y a plus de 12 ans. Notamment au parc des Arènes, c'est ça ? Voilà, à l'époque ils traînaient beaucoup dans le parc des Arènes. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé, mais à vouloir mener une action en leur faveur. D'accord, ouais. Enfin, en leur faveur avec eux, à proposer, parce qu'en leur faveur, non. Je me suis rendu compte qu'ils étaient, en fait, il y avait les gens de droite, les gens de gauche, avec des réseaux, des pauvres un peu cadrés, un peu aidés, mais il y avait des gens dont on ne voulait pas. Et à l'époque, c'était le cas des jeunes, hein, le maire ne s'en cachait pas, il avait tout à fait bien exprimé ça dans le journal. C'était clair comme discours, assumé, on va dire. Et donc, on a commencé à organiser. À l'époque, il y a un accueil de jour qui avait fermé, qui s'appelait Le Pain Partagé, qui acceptait tout le monde, mais
Et dans la suite, il y a eu le CHRS qui a ouvert tout flambant neuf à Dax, au Sablard, donc, qui était une structure pour les gens de la rue, sauf que d'emblée, elle était restrictive, c'est-à-dire que tout le monde n'y avait pas accès. Et notamment ces publics de jeunes avec les chiens, tout ça. Oui, voilà, dès qu'on a des animaux, ça devient effectivement plus compliqué. Ça faisait partie des revendications, en tout cas, de proposer un lieu d'accueil de jour. Voilà, depuis le début, c'était un accueil de jour ouvert à tout le monde, à savoir un outil aussi avec des travailleurs professionnels, c'est-à-dire un outil de l'État, puisque c'est à l'État qu'incombe en fait de financer les structures d'accueil pour les sans-abri. Voilà, donc depuis le départ, c'était la revendication qui s'est faite de plusieurs manières et sur une durée de plusieurs années. Il y a eu Don Quichotte aussi, le mouvement Don Quichotte qui a été extrêmement médiatisé, puisque notamment il s'est développé dans beaucoup de villes, à Paris bien sûr, sur le canal Saint-Martin de mémoire, c'est ça? Alors oui, c'était. Alors en fait, qu'il faut dissocier parce que moi, le mouvement des Don Quichotte, on connaît bien. Donc il y a ce qui s'est passé à Paris avec Augustin Legrand, sa famille, ses réseaux, qui étaient. On ne sait pas trop parce qu'en fait on se pose encore des questions sur comment ça a été monté et comment en fait ça s'est arrêté aussi rapidement. D'accord. Et il y a ce qui s'est passé en province. Et en province, c'était véritablement une lutte de sans-abri. C'était dans une période politique, donc il y avait des élections. Oui. Mais en fait, c'était une lutte où le sans-abri était acteur, avec des gens autour qui les soutenaient, des mouvements. À l'époque, il y a eu la LDH de Dax qui avait été créée, donc mon association à l'exception culturelle. Il y a eu le Parti communiste qui a soutenu beaucoup, des mouvements politiques. Donc et c'est vrai qu'on était la plus petite ville de France à faire le campement qui a duré le plus longtemps. Vous l'avez fait où, ce campement? Sous le pont des Arènes. Sous le pont des Arènes, et pendant combien de temps du coup? On a duré jusqu'au mois d'avril, mi-avril, où on avait terminé par une marche avec les dernières personnes donc, qui n'avaient pas été relogées, qui étaient des jeunes avec des chiens, pour cause. Et donc une marche où on avait été rencontrer le directeur de la solidarité départementale, M. Lacoste, à Mont-de-Marsan. Et il n'y a jamais eu de suite, en fait. D'accord. Ces campements avaient permis néanmoins de médiatiser, on va dire, les problématiques des sans-abri en 2008, et la création, donc, que vous avez été aussi à l'origine de la création donc, du comité d'Aqua, du comité de Dax du droit au logement en 2008. On va y revenir dans un instant, si vous voulez bien. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Et avec nous, donc, Emmanuel Klein, porte-parole du comité Droit au logement, comité de Dax, du droit au logement, que vous avez co-créé. J'imagine que vous étiez une équipe en 2008 pour continuer donc un certain nombre de mouvements d'action, notamment l'occupation, donc le campement qui était installé au bord de la Dour pendant quelques temps. Vous aimez le comité droit au logement? Alors peut-être pour préciser. Créé en 2008 en fait. En fait, ça a été dans la foulée des enfants de Don Quichotte. C'est ça. Nous, on a vu les limites du mouvement des enfants de Don Quichotte déjà même avant, puis ça s'est arrêté dès le mois de janvier et nous on a poursuivi jusqu'en avril, comme je vous l'expliquais, avec d'autres villes de France. Et par contre, moi j'avais connu le droit au logement donc sur Paris dans d'autres occasions. Puis aussi, je me rappelais l'abbé Pierre, la rue du Dragon, qui donc l'époque où il y a eu la loi de réquisition revendiquée par l'abbé Pierre, docteur, professeur Jacquard, tout ça, toute la bande qui est à l'origine du DAL. C'était il y a 22 ans. Il y a 22 ans, c'est ça. L'association droit au logement est créée en 1990 par des familles mal logées ou sans logis, parce qu'on peut être aussi très mal logé, ça, on va en parler. Effectivement, c'était. En France aujourd'hui, il y a 4,5 millions de mal logés, 145 000 sans-abri, et puis en fait, il y en a, on ne sait pas trop. L'habitat léger, on ne sait pas trop non plus, parce que voilà, ça dépend qui c'est qui compte. C'est les syndicats ou la préfecture, vous connaissez. C'est ça, on connaît la chanson, les objectifs du DAL au niveau national. Enfin, il y a quand même une source qui est fiable, reconnue partout, c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre. En France, ATD Carmonde, ça c'est quand même des ONG sérieuses. En principe, voilà, les rapports sont sérieux, effectivement. Oui. C'est vrai. Je rappelle juste les objectifs de l'association du droit au logement au niveau national. C'est unir et organiser les familles, les individus mal logés ou concernés par ce problème du logement, exiger l'arrêt des expulsions sans relogement, exiger le relogement décent et adapté de toute famille et personnes mal logées ou sans logis, exiger l'application de la loi de réquisition sur les immeubles, cette fameuse loi, on va en parler, et les logements vacants appartenant à une collectivité locale, l'administration, etc. Et plus généralement, initier et organiser le soutien, la formation, la promotion d'actions pour remédier à ce problème des mal logés. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour aider justement les mal logés et les sans logés?
Compliqué, vaste C'est sujet. un vaste sujet. Déjà, moi j'ai un grand mal, c'est de se faire entendre. Donc déjà, je vous remercie de cette antenne qui est quand même assez longue, qui laisse le temps de parler. On est là pour ça. Mais en fait, ça fait plus de 3 ans qu'on n'a plus du tout accès aux médias en tant que comité de relogement. Depuis 2009, le journal Sud-Ouest, ça a repris là juste cet été avec l'histoire de Martine. Mais sinon, c'était le blackout. C'était le blackout médiatique. Il faut savoir que nous, parce qu'en fait, on a créé le comité de relogement, qui est un comité en France qui a toujours été très orienté vers les sans-abri. L'article 4 de la loi Dallot qui avait été voté à l'époque du mouvement des Don Quichotte et donc voilà, qui a eu plusieurs périodes jusqu'au décès de Nadia quand même, qui était quand même important dans le comité de relogement. Et donc voilà, après il y a eu une autre période depuis à partir de 2012, mais en 2009 on a refait un campement qui a duré 4 mois, qu'on a démarré en été. D'accord. Pour demander l'application de la loi Dallot toujours, pour demander l'ouverture de l'accueil de 2 jours à l'année toujours, ça c'était notre revendication première. Et donc suite à ce campement il y a aussi eu des relogements, mais bon, suite à ça la mairie n'a pas trop apprécié, donc c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui il n'y a plus de campeurs sur les bords de la Dour pendant les fêtes de Dax. Rappelons, effectivement, rappelons la loi Dallot rapidement, la loi 2007 du 5 mars 2007 qui permet aux personnes mal logées ou ayant attendu en vain un logement social pendant un délai anormalement long, entre guillemets, de faire valoir donc leur droit à un logement décent ou un hébergement si elles ne peuvent l'obtenir par leurs propres moyens. En gros, pour résumer, puisqu'après bien sûr il y a tout un texte, l'objectif c'est vraiment de l'application de cette loi et notamment de l'article 4, l'accès inconditionnel à toutes les structures et le maintien dans les structures. Il y a 2 volets en fait, parce que l'article 4 est très centré sur les sans-abri et il introduit, si vous voulez, 2 notions essentielles qui sont l'accueil inconditionnel de toute personne à l'abri par des structures d'accueil, donc à mettre qui sont théoriquement prévues par l'État. Et la deuxième règle fondamentale, c'est le maintien dans les structures, c'est-à-dire que la personne, suivant son cas, doit être dirigée vers le dispositif de son choix, qui peut être du soin, qui peut être des tas de choses, qui peut être tout simplement du logement, parce qu'il y a des tas de gens, une fois qu'ils ont un logement, toute la vie redevient normale. Voilà. Donc ça c'est le premier volet. Et après, il y a aussi les commissions, c'est-à-dire que là, quand on est en difficulté au niveau de son logement, de son loyer, en situation d'expulsion, on peut faire un dossier pour être reconnu prioritaire. Donc là, on monte un dossier Dallot, et il y a une commission départementale qui se réunit tous les mois, je pense, et qui peuvent donc reconnaître la personne comme prioritaire au regard de sa situation. Et donc là, en fait, ça a fait accélérer les procédures. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette loi n'est pas complètement appliquée. Il y a des. On parlait de filtres hors antenne, c'est-à-dire que il y a des critères de sélection dans l'hébergement. Moi, je vous dirais qu'en fait, par rapport au logement, la ville de Dax n'est pas la pire, ça c'est sûr, l'agglomération, il y a du logement social, il pourrait y en avoir plus. Il y a toujours un problème que c'est cher, la cherté des loyers, ça c'est certain, c'est partout en France. Il y a des dispositifs comme la maison du logement, sauf depuis 30 ans, qui sont le louer solidaire, tout ça. Alors c'est bien, ça apporte des solutions, sauf que là, pas forcément toutes. Le problème c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas forcément un regard extérieur sur le fonctionnement de ces dispositifs, qui gèrent aussi le 115, c'est-à-dire l'accueil des sans-abri, donc au Sablard. Donc ça fait qu'à un moment donné, ça fait un espèce de micmac local. Avec d'une manière générale, la politique, c'est que depuis 2010, je crois, l'accueil de jour est enfin ouvert à l'année pour les sans-abri. Donc une structure avec des éducateurs, des travailleurs, des professionnels. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, ça apporte beaucoup de solutions. À un moment donné, je crois qu'on leur a même reproché de trop bien travailler, puisqu'ils faisaient beaucoup de relogements. Et ça, c'est bien dommage qu'on leur fasse de tels reproches. Et il y a un gros problème aujourd'hui sur Dax, c'est au niveau des domiciliations. Les gens ne peuvent plus se domicilier, ou c'est sur des durées très courtes. Donc, par exemple, l'accueil de jour s'est retrouvé en tant qu'association à domicilier beaucoup de personnes. La problématique, c'est sur le long terme, l'hébergement d'urgence. Je pense qu'il y a quand même une organisation. Si vous voulez, il y a un problème de. En fait, nous, ce qu'on dénonce depuis des années, c'est qu'en fait, on parle en termes de dispositif. Le dispositif est incomplet et il y a des publics qui sont rejetés. Voilà, ça c'est clair. Donc, ça va de très beaucoup à
un peu moins. Donc en gros, l'accueil de jour déjà pour le situer, il a été mis sur un petit terrain qui appartenait à la ville de Dax, qui est situé à Saint-Paul, donc 2,5 km du centre-ville, et il devient quasiment en fait un prétexte à éloigner les gens du centre-ville avec la police municipale, des arrêtés, voilà quoi. Vous sentez l'exclusion en tout cas des personnes sans abri? Moi je la sens, mais si vous voulez, si on prend un peu de recul, depuis 2012 justement, on s'est un peu contenté au niveau de droit au logement à relayer une action qui était La pauvreté n'est pas un crime, qui a été créée à l'initiative justement d'Emmaüs et de la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri, et donc pour dénoncer en fait la montée de ces politiques au niveau de toutes les villes et au niveau de l'Europe. C'est-à-dire c'est un phénomène qui est général, où on éloigne les pauvres des centres-villes, alors que ce soit à travers le logement, avec les rénovations urbaines, mais aussi les sans-abri, en fait, on ne veut plus les voir. Donc on prend des mesures et puis en fait petit à petit on se retrouve avec des gens, ils n'ont plus le droit d'être nulle part, quoi. Si vous voulez plus d'infos, c'est vrai que déjà lire les lois, comprendre un petit peu les réglementations, ce qui se passe en général, que ce soit d'ailleurs ici ou ailleurs, je vous invite de toute façon à vous connecter sur www.droitaulogement.org. Je pense qu'il est assez complet au niveau des... Il est un peu rudimentaire, mais bon, il y a quand même pas mal d'informations. Ça donne des bases en tout cas, voilà, pour si vous voulez commencer à vous intéresser un petit peu à ces sujets, droitaulogement.org, si je ne me suis pas trompé, c'est ça, .org. Et puis je vous rappelle un point aussi sur l'actu locale, donc à 12h30 tout à l'heure. L'actualité aussi, Emmanuel Klein, c'est l'occupation d'une maison à Pouillon. Donc c'est en ce moment, c'est vraiment d'actualité. Vous avez fait ce que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, mais là, l'actualité, c'est aussi le passage au tribunal. Le 20 septembre. De Dax, c'est ça, le 20 septembre. Vous expliquerez un petit peu, vous dites que vous avez fait une réquisition populaire. C'est bien ça. On va revenir là-dessus, et puis on l'a dit en début d'émission, on prendra aussi des nouvelles de Martine, et puis on expliquera, si on a le temps, avant la fin de l'heure, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être pour améliorer encore là. Il y a des choses à faire. J'imagine que le comité, même au niveau national, a des propositions. On en parle tout à l'heure. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Avec nous aujourd'hui Emmanuel Klein, vous êtes le porte-parole du comité droit au logement sur Dax. Le 20 septembre prochain, c'est ça, vous passez au tribunal correctionnel de Dax. Alors je rappelle pour habitants... sans non, habitat sans droit ni titre, occupation d'une maison. Occupation d'une maison, voilà. Vous avez fait ce que vous appelez une réquisition populaire. C'est une propriété qui est située sur Pouillon et qui est dans un état qui était en déshérence, totale. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est ça? Vous avez décidé d'investir cette maison? Il y a 2 ans, je trouvais qu'il se passait plus grand-chose au niveau de droit au logement de Dax, et que c'est vrai, on avait passé la période de deuil, on a soutenu des gens qui nous le demandaient, quand ils le demandaient, on a toujours répondu. Mais c'était les 20 ans de la rue du Dragon, donc qui est un moment fondateur de droit au logement, avec l'abbé Pierre, Albert Jacquard, le docteur Schwarzenberg, tous ces gens qui ont créé droit au logement. Moi, j'ai comme une coutume de dire que c'est l'enfant terrible de l'abbé Pierre, droit au logement. C'est un mouvement d'action qui s'est créé aussi pour demander l'application de la loi de réquisition, ordonnance 1945, donc qui a été votée à l'époque par le Conseil de la Résistance, sans doute. Et donc, c'est une loi très, très, très facile à appliquer. Donc, normalement, ça passe entre la mairie et la préfecture, et c'est très rapide, et on se demande pourquoi elle n'est pas appliquée. Donc, la rue du Dragon, c'était 20 ans, donc là, il y a 22 ans, et une réquisition, 1000 appartements réquisitionnés par Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris, donc qui a appliqué la loi, comme quoi elle est applicable. Ça a été très rapide, en 3 mois, c'était... Voilà. Vous aviez envie de marquer le coup, quoi. Moi, je voulais marquer le coup, je voulais aussi soutenir le travail qui se fait à Paris, parce que c'est vraiment, ils n'arrêtent pas tous les jours à Paris, c'est phénoménal, voir le fonctionnement du DAL. Et puis je voulais faire quelque chose aussi, parce que ça fait plus de 10 ans moi, que je bataille là-dedans, et que je vois bien que ça avance pas, et que... Donc là, c'était l'occasion, et pareil, un concours de circonstances, cette maison sur le bord de la route, grande ouverte, et je voulais faire quelque chose aussi pour les saisonniers espagnols qui traînent beaucoup dans le secteur de Péroral, là, qui viennent pour les kiwis, et les jeunes, et voilà, donc en fait, on a occupé cette maison. Ça, le logement saisonnier, entre parenthèses, on manquera peut-être de temps pour en parler dans cette émission, mais c'est un vrai problème, effectivement, il y a une vraie précarité au niveau des saisonniers, et surtout de leur logement, c'est clair. Il y a beaucoup d'abus aussi. Et il y a beaucoup d'abus. Ça s'est vérifié d'ailleurs dans le cadre d'une enquête exclusive, une émission sur M6 il n'y a pas longtemps qui est passé un cas à Biscarrosse qui va d'ailleurs se régler au tribunal aussi pour diffamation, visiblement. Qui occupe cette maison? Qui a occupé? Qui l'occupe aujourd'hui?
Alors, beaucoup de personnes sont passées par cette maison, qui se sont succédées. Au début, on a eu un premier groupe, ça n'a pas été vraiment le top, ça a démarré un peu dur, on va dire. Et puis après, d'autres personnes qui sont venues, soit avec des camions, soit avec des besoins différents. On a eu à un moment donné une jeune femme enceinte. Puis après, on a eu un couple dont la femme sortait de l'hôpital aussi, et lui venait de se faire expulser. Alors ça c'est des personnes qui ont eu le temps de rebondir pour justement faire ce qu'ils avaient à faire avec d'autres associations plus compétentes qui existent sur Dax. D'accord. Voilà, ou qui ont trouvé des solutions par eux-mêmes. À terme, de toute façon, tout le monde sera expulsé de cette maison. À terme. Disons qu'en fait ça servait beaucoup de lieux de passage, il y a beaucoup de gens qui sont venus, ça permettait l'hiver de se chauffer, d'avoir une grande pièce, une grande salle de bain, les lessives, voilà, le camion c'est bien gentil, mais il y a des moments, puis il y a camion et camion, il y a grand camion, camping-car et il y a petit fourgon aménagé un peu comme ça. Une action forte, on peut le dire, et qui permet aussi de mettre en avant, de mettre en lumière en tout cas les problématiques de logement aujourd'hui, même en dehors des grandes agglomérations. Moi, c'est le principe, c'est quand même c'est une action concrète parce qu'elle apporte des solutions immédiates à certaines personnes, c'est un fait. Mais en même temps, le but, c'est quand même d'amener la question sur la place publique parce que là, il faudrait vraiment que ça bouge, quoi. Enfin, il y a un moment. Il y a un moment, moi, je sais plus. Alors, c'est vrai que de mon point de vue, je reviens à ce que j'ai fait et ce que j'ai commencé à faire il y a 10 ans, c'était ouvrir une maison qui était vide avec et puis on met les gens dedans et puis c'est tout. Parce que déjà, les gens sont porteurs de leurs solutions. Hein, donc, moi, je vois bien les jeunes. En fait, c'est des jeunes, quoi. On oublie des fois que c'est des jeunes, mais c'était vrai il y a 10 ans, c'est toujours vrai maintenant. Eux sont créateurs d'initiatives. Et en 2010, il y a eu une occupation à Abbesse où c'était des gens qui avaient occupé une maison. On avait déjà occupé dans un premier temps, puis c'est eux qui l'avaient reprise. Il y avait eu création d'une association pour faire de la permaculture, du bio, y compris pour les gens qui n'ont pas les moyens. En fait, c'était quasiment le premier écolieu dans les Landes. La maison appartenait au syndicat mixte mairie de Saint-Paul et conseil général M. Emmanueli. Qu'est-ce qu'ils sont allés les expulser de là? En fait, c'est une maison à 5 km du centre-ville et en fait, il dérangeait personne. C'est quasiment il faut des chiens pour vivre dans les bois. Entre-temps, cette maison, elle a été vandalisée, il n'y a plus rien, c'est une ruine. Donc c'est aussi un élément de patrimoine qui disparaît. Et donc au début, nous, cette maison, on l'occupait, c'était pour une jeune femme, Angéline, initialement. Il y a eu des choses qui s'y sont passées avec des gens qui se sont organisés, qui étaient porteurs de solutions. En fait, ils démontraient à la fois que ils n'étaient pas du tout asociaux ni quoi que ce soit, puisqu'ils étaient dans une logique associative, de faire quelque chose de positif, de s'intéresser au lieu, au patrimoine et de contribuer à son maintien. Donc moi je veux bien qu'on dise on n'a pas de solution, on n'a pas d'argent, on n'a pas ci, mais là il s'agissait juste de laisser les gens rester dans cet endroit-là. À Abbesse, il y a eu une autre occupation par la suite avec des jeunes Saint-Paulois. Il y a eu Eco-Movement Abbesse, ils avaient monté ça en se mettant en réseau avec un mouvement argentin de réappropriation des terres. Là c'était des jeunes Saint-Paulois qui étaient à l'origine aussi d'un écolieu, qu'ils ont tenu, ils ont fini par se faire expulser. Donc voilà, moi ce que j'avais remarqué c'est que la première maison dans laquelle il y avait un groupe de SDF donc qui s'était organisé, ils ont fini par les expulser. Ils sont allés un peu plus profond dans le bois, c'est-à-dire là on les voyait plus, il n'y avait plus d'occupation officielle du lieu, mais en fait alors ils étaient tous dans leur camion sous des tentes, mais il n'y avait plus que le potager, donc on les laissait là parce que finalement il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et donc ils étaient réunis autour d'un potager, il y avait même le poulailler avec un coq, c'était assez surréaliste. Emmanuel Clincy, il y a des auditrices ou des auditeurs qui sont qui ont des difficultés pour payer leur loyer, qui ont des risques d'expulsion. Ils peuvent contacter directement le comité de Dax, Drôle Logement, se connecter sur le site de l'association nationale Drôle Logement. Oui, il y a de l'information, il y a des choses à faire à tous les moments de la procédure, même quand l'expulsion est déclarée, même à chaque moment il y a quelque chose pour... Nous, ce qu'on essaie de faire, qui est le plus important déjà, c'est que les gens ne se retrouvent pas à la rue. Parce que là, ça devient... Là, on rentre dans une autre dimension. C'est pour ça que moi, je trouve choquant l'histoire de Martine, là, de cet été. Et que là, on a voulu vraiment faire réagir tout le monde. Et parce que se retrouver à la rue, c'est quand même une situation vraiment déstabilisante, avec un éclatement, y compris de l'individu. Tout à l'heure, je vous le disais, la moyenne d'âge des morts de la rue, c'est 46 ans. Ça, c'est avéré, par le collectif des morts de la rue. L'espérance de vie est beaucoup réduite, effectivement, pour ceux qui sont dans la rue. Effectivement, on va parler de Martine dans quelques instants, on va marquer une dernière pause si vous voulez bien. Je rappelle que je suis avec Emmanuel Klein, porte-parole du comité Drôle Logement, comité de Dax. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM.
Emmanuel Klein, porte-parole du comité de relogement donc, à Dax. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'était avec plaisir. C'est gentil. On va prendre des nouvelles de Martine. Martine, donc, c'est vrai que sa situation a été médiatisée cet été, notamment dans le journal Sud-Ouest. Alors, on va pas refaire tout le parcours de cette femme, mais juste pour expliquer en 2 mots, elle s'est retrouvée donc à la rue. En gros, elle a eu des soucis financiers, elle a eu un décès, elle a perdu son compagnon, tout ça. Bon, mais elle s'est retrouvée dans une situation, je pense, avec des procédures en cours. Une invalidité, donc qui a entraîné une l'invalidité, elle l'avait déjà ça avant, ça c'est certain, ça avéré. Donc voilà, avec une maladie rare, ça s'est avéré. Et le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, je pense qu'elle a voulu chercher par elle-même. Ça s'est pas forcément bien passé à la maison du logement, mais ça, moi, je suis qu'à moitié surpris. Et donc voilà, donc en fait, elle s'est retrouvée finalement à quitter son logement. Nous, c'est ce qu'on ne conseille pas tant qu'on n'a pas d'autre solution. Oui, d'accord. Et là, le problème, c'est que de suite, elle s'est retrouvée bloquée au niveau de l'accueil de nuit pour plein de raisons, mais notamment parce qu'elle avait un chien, donc déjà, elle ne pouvait pas y aller. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à dormir dans sa voiture. Donc, c'est souvent quand on a un animal entre parenthèses que ça bloque la situation. Alors là, c'est paradoxal, parce que c'est vrai que c'est un petit bichon. Nous, on a l'habitude avec les gros chiens. En fait, à la base, ce sont des règles qui ont été mises. C'est ce qu'on appelle un écrémage. Donc on est tenu d'avoir un accueil de nuit, mais on n'est pas tenu d'accepter les chiens ou alors d'avoir une solution. On sait très bien qu'avec les cages, 90% des gens qui ont des chiens à la rue ne laisseront pas leur chien dans une cage. Donc on sait très bien que ces gens-là n'auront pas à s'en occuper. Tant mieux, c'est les jeunes, ils peuvent dormir dehors ou camper. Voilà. Dans le journal Sud-Ouest, le problème, c'est quand ça en arrive à des personnes comme Martine. Voilà. Donc déjà, le problème, c'est qu'une personne comme Martine se retrouve à la rue. Ça, c'est pour moi, à mon sens, à mon regard, c'est pas normal. Alors, je revenais tout à l'heure je vous parlais tout à l'heure de la Fondation Abbé Pierre. Ça fait quand même que 5 ou 6 ans que tire la sonnette d'alarme en disant attention, les personnes âgées vont se retrouver expulsées, les personnes âgées vont se retrouver à la rue. Puisqu'elle a 62 ans, Emmanuel, on est d'accord, c'est ça? Oui, elle vient de rentrer à la retraite. Donc alors je sais pas si c'est par manque de souplesse ou quoi, mais finalement aucune de ces demandes n'ont abouti. Alors comme elle était censée faire la maison du logement, du coup elle n'a pas fait un dossier d'allo, donc elle n'est pas reconnue prioritaire. Donc déjà là il y a des dysfonctionnements, on dirait, puisqu'elle a une loi, elle aurait pu s'appuyer dessus, elle l'a pas fait. On imagine problème de réception du courrier quand on dort effectivement dans sa voiture. Alors il y a ça aussi. Tout un tas de problèmes qui viennent se greffer. Et puis les soucis, au bout d'un moment, ça occupe tellement l'esprit qu'on en perd même son efficacité, quoi. C'est un des problèmes d'ailleurs de la loi, là, aujourd'hui, c'est que pour la faire appliquer, là, par rapport à ces 2 principes fondamentaux, l'accueil inconditionnel et le maintien, en fait, il faudrait que les gens qui subissent ce type de discrimination saisissent le tribunal administratif, qui est relativement simple, c'est pas très compliqué. Donc en fait, on vous explique que les gens qui se retrouvent à la rue, en préliminaire, il faut qu'ils attaquent au tribunal administratif ceux qui sont censés les aider à en sortir. Déjà, ça vous pose le truc, la loi est très bien faite. Et ça vous explique pourquoi il y a très peu de gens qui finalement font valoir leurs droits. Et voilà. Vous avez été alerté, Emmanuel, donc de la part. Moi, c'est une personne qui m'a alerté, c'est pas Martine d'ailleurs directement, donc je me suis rapproché d'elle, puis on a discuté, j'ai bien vu un peu, que c'était une dame avec du tempérament, qui avait toute sa tête et tout allait bien, donc on l'a laissé passer quelques jours parce que moi j'étais parti au mois de juillet, et puis comme ça évoluait pas, elle attendait des réponses, elle savait pas, elle était avec une autre association aussi qui devait l'aider d'aide aux victimes, tout ça, enfin bref, et on a décidé finalement de médiatiser sa situation. Et alors là, d'abord ça s'est passé par la radio, donc les gens étaient tout à fait sensibles, et voilà, donc elle a eu beaucoup de soutien, c'est passé au niveau national sur les Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, et suite à quoi, finalement le Sud-Ouest a finalement mis un article, et le problème c'est que le premier article, moi je le trouvais très bien, il disait les choses comme ça s'est passé, parce qu'elle reconnaissait aussi, mais le deuxième, je trouvais que c'était quand même une catastrophe. Déjà c'est très peu déontologique de la part de gens de s'en prendre, finalement, vous êtes pauvre à la rue, c'est votre faute. Ça, on rentrera peut-être pas forcément dans le débat, mais moi ça m'a choqué parce qu'aujourd'hui Martine elle n'a toujours pas de logement, d'accord, ni par la HLM, on la renvoie vers la maison du logement avec qui on sait qu'elle a déjà un problème, et ça va durer combien là, je sais pas, on fait quoi là. Moi je vous dis, moi personnellement, j'en suis au stade au niveau du DAL là, parce qu'on a déjà fait il y a quelques années, c'est on ouvre un appartement pour Martine. Pour l'instant
l'instant, en tout cas dans l'état, on lui a prêté un camping-car, hein, c'est bien ça. Hein. On lui a prêté un camping-car jusqu'à la fin du mois. Elle a tous ses dossiers. Normalement, ça devait passer en commission, tout machin. Moi, je veux bien que pas de suite, mais enfin, dans son cas, elle va arriver presque aux 3 mois et demi là. D'accord. Emmanuel Klein, tenez-nous au courant en tout cas de la situation de Martine. Mais là, je vous tiens au courant, elle va pas trop mal. Hein, elle va pas trop mal, mais bon, ça traîne. On sera ravis en tout cas d'apprendre qu'elle sera et moi je trouve anormal, je vous dis, une femme à la rue déjà on ne trouve pas normal, donc on a toujours lutté contre ça, et en plus à cet âge-là, voilà, ça devient... Des femmes de plus en plus seules, ça c'est un sujet, enfin en tout cas ça revient régulièrement dans cette émission. Non mais cet été il y avait aussi une jeune femme qui avait du boulot, qui travaillait dans l'aide à la personne, qui dormait sous tente, à qui j'ai prêté des tentes, parce que j'ai prêté des tentes moi cet été, donc j'imagine que les gens ils dorment dehors, hein. Voilà, bien donc et des gens qui ne vont pas dans les structures pour différentes raisons. La maison du logement, une personne lui a donné rendez-vous en septembre, c'était en juillet. Pour des gens qui ont trouvé un boulot, qui sont en train de le faire, le boulot, et qui dorment sous tente, au bout d'un mois, la personne, elle a dit j'arrête. Une précarité grandissante, ça c'est clair, même pour ceux qui travaillent, c'est aussi indéniable. Oui, tout augmente. Hein. L'aspect positif quand même des choses, puisqu'il y en a aussi, c'est qu'il y a eu quand même un réseau de solidarité qui s'est quand même créé. Oui, puis nous on a des solutions quand même, parce que pour parler de positif, on a des solutions. Là, on voudrait bien travailler sur l'histoire des saisonniers. On s'aligne donc par rapport à la venue des rencontres à l'EM, donc 25-26 septembre. On cherche des communes, on cherche des gens réceptifs, et puis surtout engager un dialogue, puisqu'en fait, les gens d'ALEM sont quand même des gens avec des pratiques, des connaissances juridiques. Nous, depuis un an, on s'est penché sur le plan régional des saisonniers, qui est quand même quelque chose qui a été édité par le conseil régional, donc qui servirait de fil conducteur, avec des propositions qui sont faites, mais visiblement, voilà, il n'y a pas de contraintes. Donc, c'est un vrai sujet aussi, le logement saisonnier. Je pense qu'on pourrait y consacrer presque une heure, tellement mais je veux bien revenir. mais avec des saisonniers, ce serait peut-être mieux. Et pour qui vous en parle, parce que c'est vrai que c'est un sujet très important, et l'emploi saisonnier dans les Landes, et notamment sur le littoral, est extrêmement important. Donc je sais que on va en parler. C'est le but de ces rencontres. Ouais, tout à fait. Juste, on a un numéro de téléphone pour contacter Droit au logement au niveau 06 08 46 35 18. 06 08 46 35 18. Vous êtes aux 3 rue du Palais, c'est ça, le siège? Oui, on a domicilié à l'espace de la vie citoyenne à Dax. Ouais, j'ai même un mail si vous le voulez, DAL40. Non, c'est pas bon. Bon. Il marche plus. Bon, on oublie le mail, mais en tout cas, je vous invite. Hein, si vous on peut le trouver sur Facebook aussi. Oui, voilà, vous avez une page Facebook, c'est vrai. On tape Droit au logement Dax. Clé Emmanuel avec une page, voilà. Droit au logement. Enfin, je suis pas dur à trouver. Et puis droitlogement.org aussi. Alors ça, c'est aussi la fédération qui pouvait envoyer des dons sans souci. Voilà, si vous voulez. Pas l'histoire d'argent, mais bon. Non, mais ça, c'est une association loi 1900, de toute façon. Le DAL est indépendant par rapport à ses financements. Sinon, je pense qu'il y a longtemps que le DAL n'existerait plus, vu les actions qui sont menées, et notamment en région parisienne. Merci Emmanuel Klein d'avoir participé à cette émission. C'est la liberté d'expression. C'est ça. Merci beaucoup. À très bientôt. En tout cas, vous êtes le bienvenu, bien sûr. On retrouve Julien tout à l'heure à partir de 17h. Pour ma part, ça sera demain 9h. Et puis, il a confirmé qu'il venait demain à midi pour l'invité du 12-13. C'est Jean-Pierre Goulet du Boxing Club d'Aqua. Bon appétit à toutes et à tous. Il est 13h. Le point tout de suite sur l'actu nationale et internationale.